Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi quand même de regretter cette tentative de bâillonner les membres de l'opposition, surtout quand cela vient de quelqu'un qui se prétend démocrate. Order! 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 Respect the rule of debate and courtesy, behavior. Dear Mr. Speaker, sir, we do not have any objection to the amendments being brought to the Mental Health Act per se. Mais il est décevant de constater que le gouvernement n'est pas en train de saisir l'occasion pour réformer notre système de santé mentale. Because there is room to create more sustainable, more accessible, and more effective mental health care. The minister is talking about the importance of... I told you not to refute the minister. In his explanatory memorandum. I have already written. It's in the bill. Don't refute the minister. You are not here. I'm not refuting. It's in the bill. Carry on. May I continue? May I continue? Yes, yeah. Thank you. Do you find it normal to have such remarks? Honorable members, if there is a point of order, and if somebody from this side is pointed to, I'll take sanctions. Be careful. Many do not seek or receive proper mental health care due to stigma and lack of prioritization, and licensed psychologists and the practice of forced mental institutionalization. I will thus elaborate on those 3 points and make some suggestions. Like so many other subjects, mental illness is a taboo in Mauritius. When someone suffers from their limbs or their organs, the question of whether they really need medical help does not even arise. But when someone suffers from the condition of the mind, their suffering is hushed. Often, it's not even acknowledged. With society treating their pain as negligible, the suffering persons don't seek out help and their conditions worsen. Hundreds of Mauritians, therefore, do not even go for treatment, which they badly need, but those who do are faced with yet another hurdle, the stigma of being a mental health patient. Attending the main psychiatric hospital of Brown Sequard is also a taboo. The true nature of the condition of someone coming from Brown Sequard will be kept hidden by the family, like a dark and shameful secret. While in truth, in this context today, it's an enormously brave thing to do for someone to seek help and treatment. To these courageous and beautiful human beings, we owe the best public mental health care we can provide, and also an active campaign against stigmatization so that people are accepted for who they are. This is a human rights and a human dignity issue. Currently, the taboo and the stigma lead to misleading numbers regarding demand for mental health care. If too often people do not come forward to public services for mental health issues, the rising number of consultations in the private sector is an indicator of a psychiatric morbidity in our island. And because mental illness is a taboo, not enough importance is given to it in public policy. Depression is a leading cause of disability worldwide, as per World Health Organization, and yet we still do not actively prioritize mental health care. An example, there are only 8 psychologists at the Ministry of Health for a population of 1.2 million, and only 15 psychologists at the Ministry of Gender Equality and Family Welfare
to cope with so many cases of domestic violence, child abuse, and more than 600 children placed in shelters. Et pourtant, nous sommes signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont l'article 25 confère clairement à l'enfant qui a été placé par les autorités de recevoir des soins, une protection ou un traitement physique et mental, le droit à un examen périodique du dit traitement, ce qui n'est pas le cas dans les shelters ou les Rehabilitation Youth Centers et le Correctional Youth Center. Dans ces deux derniers, aucun suivi thérapeutique n'est proposé aux jeunes par le gouvernement. Ce sont des ONG qui font des thérapies de groupe dans ces deux institutions. L'assistance de la psychologue se fait uniquement de manière ponctuelle, en cas de nécessité. Très souvent, les officiers qui y travaillent portent eux-mêmes des préjugés chez les traitements psychologiques et confondent les traitements psychologiques avec des mesures disciplinaires. D'où l'importance d'une formation et d'une sensibilisation à la santé mentale. Les probation officers qui décident du sort des jeunes, c'est-à-dire s'ils sont prêts à sortir ou pas, ne tiennent même pas compte de l'avis de la psychologue. Aucun accompagnement psychologique des familles. Où est la priorité qui devrait être donnée à la santé mentale de ces jeunes? Au Correctional Youth Center, pas de suivi thérapeutique non plus. Un psychologue de la prison peut être appelé de manière ponctuelle. Donc, quel est le projet de réhabilitation pour ces jeunes? Si l'aspect psychologique n'est pas pris en compte, comment pense-t-on que ces jeunes pourront sortir des comportements et des fléaux qui les ont justement amenés là? Sur quoi se basent les activités au sein de ces institutions pour une réhabilitation réelle? Pas étonnant que dans la fiche profil dédiée à notre pays, dans l'analyse du système de santé mentale de l'OMS, nous soyons si mauvais élèves. Nous n'avons rapporté aucune stratégie, aucun plan de santé mentale pour les enfants et adolescents, aucun plan de santé mentale, aucun programme pour les enfants et adolescents, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Nous n'avons d'ailleurs aucun spécialiste en pédopsychiatrie dans nos services publics. C'est une honte. Et cela alors que l'OMS décrit le suicide comme étant la deuxième cause de décès chez les 15 à 29 ans. Autre exemple, dans nos écoles publiques, on est loin des recommandations internationales en matière de santé mentale en milieu scolaire. Selon le School Safety Task Force américain de 2018, le ratio recommandé est d'un professionnel en psychologie pour 500 élèves. Nous sommes actuellement à un accompagnateur ou educational psychologist ou educational social worker pour 3663 enfants. Heureusement, encore une fois, que les ONG viennent sauver les meubles dans certaines écoles. Ils viennent améliorer la situation quand ils le peuvent. Dans nos hôpitaux, même constat. J'ai pu entendre le témoignage poignant de la maman de la petite Émilie, déclarée morte à la naissance, puis découverte vivante 1 heure après sa naissance. La petite Émilie, dont la vie ne tient qu'à un fil et qui se bat au jour aujourd'hui, après que sa maman ait dû se battre pour qu'on lui accorde cette chance. Parce que les médecins de l'hôpital de Rosebell avaient déclaré son bébé non viable avant même une échographie et l'avaient déclarée morte à la naissance. Cette maman qui a traversé une épreuve traumatisante ne s'est même pas vue proposer les services d'une psychologue. Point of order, Mr. Speaker, sir. I believe that the honourable member is completely speaking out of the ambit of the current legislation being debated. Mr. Speaker, sir. Have you given your ruling? I'm talking about mental health in our institutions. Honorable Beranger, have you given your ruling? Yes. There is a point of order and you give the ruling.
stick to the bill. I continue? Thank you. So obviously, my first suggestion is to increase the number of therapists. Un autre signe qui illustre ce manque de priorité accordé à la santé mentale. Toujours dans notre fiche profil, analysant notre système de santé mentale sur le site web de l'Organisation mondiale de la santé, aucune dépense du ministère de la Santé n'a été rapportée quant à l'investissement dans la santé mentale, alors même que l'OMS recommande d'augmenter les dépenses dans ce domaine pour améliorer la sensibilisation, réduire la stigmatisation, améliorer la qualité de la prise en charge, l'efficacité des traitements et investir dans la recherche pour améliorer les traitements en vigueur concernant les maladies mentales. Qu'est-ce qui est fait d'ailleurs au niveau de la recherche? Toujours dans notre fiche profil, rien n'a été rapporté à l'OMS concernant le traitement des cas de severe mental disorder. Il ne peut pas s'agir simplement d'oubli. Ces manquements montrent bien que l'adhésion aux guidelines de l'OMS et le suivi régulier qui en découle ne sont pas des priorités ici. Pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, l'épanouissement et le bien-être de nos compatriotes sont clairement mis à rude épreuve. And we have to be ready to provide assistance to our citizens with regards to the impact of the lockdown on mental health. L'honorable Chokori a fait état des conséquences du confinement sur la santé mentale. Mais je regrette que ma requête faite le 22 mars dernier, suggérant la mise en place d'une hotline par le ministère de la Santé pouvant accompagner nos compatriotes en détresse à travers une écoute et un soutien psychologique, n'ait pas été entendue. Car, mis à part la hotline du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille pour les cas de violence domestique, le gouvernement ne propose aucun soutien psychologique en ces temps particulièrement difficiles de confinement. Lors du premier confinement, la Société des professionnels en psychologie avait proposé un service. On a point of order, Mr. Speaker, sir, the honourable member is misleading the House in stating things that are not true, that the government does not provide psychological help to victims of domestic violence. Again, once again, completely going out of the ambit of the bill currently being debated in the House, Mr. Speaker, sir. Thank you. So, honourable member, listen to me carefully. There is a paper circulated on which all the amendments appear. Are you giving any ruling? So, restrict yourself to the amendments, and I am allowing you sufficient time and space to broaden a little bit. But you have to respect parliamentary democracy, not only in the press, but in the chamber. Thank you. Ce que je suis en train de dire, c'est que le ministère de la Santé, malheureusement, ne propose aucun accompagnement psychologique pour les citoyens qui sont dans une détresse psychologique. La ministre fait référence à la hotline qui existe dans son ministère, mais je parle d'une hotline en général pour les citoyens en détresse psychologique. Lors du premier confinement, la Société des professionnels en psychologie avait proposé un service d'accompagnement et d'écoute et a pu noter une recrudescence des comportements dépressifs et suicidaires. Un service d'écoute et d'accompagnement est donc absolument nécessaire. Ce service d'écoute est encore une fois proposé cette année, mais le gouvernement ne peut systématiquement se reposer sur les ONG. Il est du devoir et de la responsabilité de l'État de venir en aide à ces citoyens en détresse psychologique. Et bien évidemment, ce service ne devrait pas s'arrêter au confinement et devrait faire partie intégrante des services proposés par le ministère. Si l'on veut même aller plus loin, l'exemple... May I ask you which ministry you're referring to? Ministry of Health. Ministry of? Health. Health. That's good. Thank you. To the Ministry of Health, you could say it. Okay. Go ahead.
Si l'on veut même aller plus loin, l'exemple de la Norvège est très instructif en ce qu'il s'agit de la prise en charge des patients ayant des maladies mentales, mettant même à leur disposition des cliniques d'urgence psychiatrique avec des emergency rooms. Norway even announced in 2017 a groundbreaking medication-free treatment initiative that provides psychiatric wards for people with mental illness who do not want to take psychiatric medication. Mais pour pouvoir prodiguer des soins aussi pointus, encore nous faut-il investir dans la quantité, mais surtout dans la qualité de nos professionnels, ce qui m'emmène à mon deuxième point. Souvent, nos compatriotes ne reçoivent pas un traitement approprié à leur maladie mentale dû au manque de qualification ou de formation des personnes traitantes. Pour commencer, au-delà des allégations que des protégés politiques siègent sur le Mental Health Board, il n'est pas concevable que ce board, qui est amené à prendre des décisions importantes avec de lourdes conséquences pour les patients, puisse inclure des professionnels n'ayant pas les qualifications requises. Ainsi, et comme le recommande la Société des professionnels en psychologie, la section 3.2G concernant les membres du board et qui se lit comme suit: A person qualified in the field of clinical psychology or occupational therapy devrait être amendée pour ne garder que la qualification de clinical psychology, afin qu'en aucun cas, un ergothérapeute, par exemple, ne puisse se substituer à un psychologue clinicien en ce qu'il s'agit de la santé mentale. Cela devrait pourtant aller de soi. Par ailleurs, la recherche en santé mentale est très dynamique et évolue constamment. C'est pourquoi la formation continue est nécessaire afin d'être à jour avec les nouvelles avancées. En ce qu'il s'agit de la section 5.41G du Mental Health Act, devrait également être inclus dans la formation continue les médecins, les psychiatres et plus généralement tous les membres des équipes impliquées dans les soins. En ce qu'il s'agit de l'examen, de l'admission et du suivi des patients, plus précisément la partie 3 du Mental Health Act, il est écrit à la section 7, sous-section 1, qu'un médecin ou psychiatre devrait examiner le patient. We should not forget that people with mental health issues are always vulnerable to basic rights violations and that each illness has its specificity. Dans cette optique, il serait beaucoup plus juste et approprié de favoriser les équipes pluridisciplinaires avec plusieurs spécialités incluant pédopsychiatres et psychiatres pour examiner les patients. Je suggère donc qu'un médecin et un psychiatre soient mandatés pour examiner un patient, voire d'autres professionnels, mais pas un médecin ou un psychiatre. Aussi, l'erreur est humaine et il est moins risqué, plus sage et plus juste d'avoir différentes opinions plutôt qu'une seule, pour un meilleur examen et une délibération plus juste. Le souci de justice dans l'examen du patient implique également son consentement, lorsqu'il en a la capacité, bien sûr, en cas d'admission ou pour un traitement éventuel. Si le ou la patiente a la lucidité nécessaire, il est essentiel qu'il ou elle comprenne l'importance du traitement en question afin que celui-ci puisse être efficace. Ainsi, à la définition de voluntary patient, à la section 13.4 du Mental Health Act, devrait être ajoutée la nécessité que le patient ou la patiente ait compris en quoi consiste le traitement et en quoi il s'avère pertinent dans son cas. Le personnel médical doit pouvoir prendre ce temps de dialogue et d'explication pour une meilleure efficacité du traitement, mais aussi pour que le consentement puisse être réel. On ne peut donner son consentement sans avoir conscience du contenu, de ce à quoi nous sommes en train de consentir. Le consentement ne peut pas non plus exister s'il est donné sous la pression. Le choix de suivre un traitement doit être libre et éclairé. J'accorde une attention particulière à cette section, car au-delà de l'aspect médical, c'est notre pays en entier qui en bénéficierait si nous choisissions de cultiver la
culture du consentement libre et éclairé. Voilà pourquoi j'estime qu'avec les amendements que nous considérons aujourd'hui, nous sommes passés à côté de 3 grandes priorités de réforme du traitement de santé mentale à Maurice. Je déplore cette occasion ratée et j'espère que le gouvernement s'attaquera vite à ces chantiers délaissés aujourd'hui. En attendant, je crains que les amendements proposés soient bien loin d'améliorer la situation, même pour le groupe visé, c'est-à-dire pour les personnes en détention ou emprisonnées. La commission et le Managerial Committee, selon les explications dans le bill, permettront de mieux gérer les complaintes et canaliser les patients potentiels. Mais le vrai problème n'est pas là pour ces personnes emprisonnées. Il est dans le fait qu'aujourd'hui, les personnes dites criminally insane sont toutes enfermées dans le même compartiment à Brown Sequard. D'abord, il n'y a pas d'institution propre à eux, avec toute la logistique spécialisée et appropriée, et c'est le même staff, les mêmes médecins et les mêmes infirmiers qui s'occupent des personnes dites criminally insane et des autres patients dits mentally impaired. Ensuite, l'exiguïté et la promiscuité des lieux qui leur sont dévolus entraînent des conditions peu propices à leur établissement ou même à leur sécurité élémentaire. C'est ainsi qu'il y a eu dans le passé un crime à cet endroit, toujours pas résolu. Encore une fois, on vient avec une loi mécanique pour donner l'impression de faire les choses, mais les véritables problèmes restent entiers. Pour finir, j'aimerais exprimer ma gratitude envers le personnel soignant en général, sans qui on ne saurait traverser la crise sanitaire actuelle. À l'heure où l'on parle de santé mentale, ils font eux-mêmes face à énormément de pression et il nous faut les protéger du mieux possible. C'est dans cette optique que j'avais proposé que leur soit accordé à eux aussi un soutien psychologique afin qu'ils puissent par la suite s'occuper et prendre soin de nos compatriotes malades. Qu'il s'agisse du personnel soignant ou des patients, il est primordial que nous mettions l'humain au cœur de chaque action. Merci.